Your Majesties, Votre Majesté, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, chers amis, je pense que Luxembourg peut être très fier d'avoir ses invités ici aujourd'hui. Dans d'autres pays européens que je connais, un ministre des Affaires étrangères et une famille royale ne seraient pas présents. Vous le méritez. Il y a quelques semaines, j'étais en Allemagne et le groupe de solidarité en Allemagne avec la Palestine voulait se réunir. On a dû aller à 250 km de Berlin dans un église copte pour nous recevoir. Seul un religieux égyptien était d'accord pour nous recevoir, parce qu'en Europe, aujourd'hui, se battre pour la justice, se battre contre l'occupation, se battre pour les droits humains, devient de l'antisémitisme. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus grand challenge que nous avons, c'est de dire non à cette manipulation. Avant tout, je voudrais remercier le public présent pour être là. Je voudrais remercier Martine, Eliane, Michel pour cette occasion merveilleuse. Je sais que vous avez employé de nombreux efforts pour nous faire venir. Permettez-moi un mot personnel. Il y a 40 ans, j'ai été choisi par le département d'État américain pour faire un voyage aux États-Unis qu'en tant que futur leader du monde. Je l'ai fait. Je ne sais pas si aujourd'hui je le ferai, mais à l'époque je l'ai fait. De toute façon, aujourd'hui, peut-être qu'ils ne m'auraient pas invité. Mais à l'époque, nous étions jeunes et innocents. Et j'ai rencontré un jeune leader luxembourgeois. Il était à peine plus vieux que moi, Robert Goebbels, qui est aujourd'hui avec nous. Je ne l'ai pas vu depuis. Nous naviguions ensemble sur un bateau, sur le Mississippi, si vous vous en rappelez, Robert. Et tous les deux, nous avions des rêves. Vous êtes devenu un ministre, je suis resté un journaliste. Mais vous savez, les rêves ne se réalisent pas toujours. Mais cela m'a donné un vrai plaisir de vous rencontrer après 40 ans. Et j'espère vous voir demain en mode privé. Et donc je suis ému. Non pas uniquement parce que leurs Altesses royales sont présents et le ministre, mais c'est ma première visite au Luxembourg. Et je me sens très bien ici. Aujourd'hui, je travaille avec Catherine, les gens se sourient ici. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Les gens se saluent. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Et à la fin de la journée, énormément de gens viennent pour être solidaires avec les Palestiniens. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Donc je suis très heureux d'être là et je vous en remercie. Nous sommes dans une étape très importante. Dans cette appelée Israël-Palestinienne dispute. Personne ne l'appelle. Personne n'appelle en Algérie une dispute avec les Algériens. Il n'y a pas eu de dispute entre la France et l'Algérie, ni un conflit. Il y a eu une occupation française de l'Algérie. Il y a eu une occupation israélienne de la Palestine. Et ce n'est pas question de la dispute, c'est à propos de la justice, c'est à propos de l'occupation. Mais aujourd'hui, nous sommes à un moment très particulier, car la mascarade est terminée. Les masques sont tombés. Ils pensent que l'occupation israélienne est temporaire, qu'elle va bientôt se terminer. Juste, Israël va trouver un partenaire palestinien, il y aura la prospérité, l'occupation va se terminer. Ceci est une illusion et elle doit se terminer. Nous devons réaliser que l'occupation israélienne est là pour rester.
elle sera là pour rester. Je suis là pour dire qu'il n'y a jamais eu un gouvernement israélien qui a voulu en finir avec l'occupation. Ni les prix Nobel de la paix, Rabin et Peres, ni Netanyahou ont eu l'intention de mettre fin à l'occupation. Laissons le passé. Aujourd'hui, après 52 ans d'occupation, il est temps de réaliser que c'est un phénomène permanent. Elle ne va pas disparaître. Aujourd'hui, nous sommes bien plus loin de mettre fin à l'occupation qu'auparavant. Nous sommes assis aujourd'hui et on voit que la colonisation et l'occupation continuent. Il y a de plus en plus de colonies qui sont construites et c'est un fait. L'occupation va continuer. Il faut également déconstruire le mythe de la seule démocratie au Proche-Orient. Si Luxembourg décidait de se conduire comme Israël se conduit dans notre région, eh bien, est-ce que l'on continuerait à considérer le Luxembourg comme une démocratie? Est-ce qu'on peut être une demi-démocratie? Maintenant, il faut que nous en soyons conscients. Il y a une occupation, elle est permanente, et cela entre dans les choses qui définissent Israël. Personne ne peut estimer que Israël est cet avant-poste de l'Occident dans la jungle et qu'elle défend les valeurs communes de l'Union européenne et de la démocratie de cette façon. Mais pourtant, nous devons être conscients de la réalité. À une demi-heure de chez moi, Israël commet les atrocités dans les territoires occupés. En Cisjordanie, dans la bande Gaza, les actions commises par le gouvernement d'Israël sont les actions qui font partie des actes les plus brutaux et témoignent d'un régime brutal. Nous pouvons accepter le discours selon lequel il n'y a pas le choix et que c'est quelque chose dont on se passerait bien. Si on regarde les faits, on voit que cette situation qui dure définit Israël. Alors comment se faire appeler démocratie quand, dans sa cour arrière, on commet des atrocités? Selon moi, il y a une troisième chose dont il faut être conscient. Et peut-être pour vous, les Européens, c'est particulièrement important. Il s'agit des choix stratégiques d'Israël et de la communauté israélienne sous l'impulsion d'Israël d'établir un parallèle entre toute critique d'Israël et l'antisémitisme. Aujourd'hui, on voit que c'est quelque chose qui se produit dans toute l'Europe, aux États-Unis et en Occident en général. On cherche à criminaliser ceux qui recherchent la justice. C'est quelque chose d'inédit. Je crois que dans toute l'histoire, il n'y a pas de tel exemple. On n'a pas vu d'exemple de ce type où ceux qui cherchaient la justice sociale, à défendre les valeurs et les droits de l'homme étaient criminalisés de la sorte. Beaucoup cherchent à faire croire qu'Israël doit continuer à être protégé et à se conduire ainsi, puisque c'est une démocratie et que le peuple israélien a beaucoup souffert à cause de l'Holocauste, etc. Je peux comprendre cette ligne de défense, mais ce qui est inacceptable, c'est que les voix qui osent critiquer l'attitude du gouvernement israélien sont criminalisées, et ce dans toute l'Europe. Imaginez ce qui se passerait ceux qui refuseraient d'acheter des produits fabriqués en Asie du Sud-Est parce qu'ils ont été fabriqués par des personnes qui sont complètement exploitées, des enfants qui sont obligés de travailler. Eh bien, à qui cela viendra l'idée de critiquer ceux qui refusent d'acheter de tels produits ? Et si on pense aujourd'hui à la vague du véganisme, les véganes qui militent pour qu'on n'achète pas de produits fabriqués à partir d'animaux, bon, on peut ne pas être d'accord avec leur point de vue, mais de là aller les criminaliser,
parce qu'ils défendent une cause. Pensez aux sanctions qui ont été imposées à la Russie en raison de l'annexion de la Crimée, les sanctions qui sont imposées à l'Iran, les sanctions qui sont imposées au Hamas. Toutes ces sanctions ont été décidées par la communauté internationale. Eh bien, est-ce que quelqu'un pense que cela devrait être criminalisé? Nous sommes donc ici face à un cas, une situation sans précédent. Des personnes sont forcées de se taire dans des démocraties occidentales, libérales, et ce, juste parce qu'il y a eu une manipulation, une propagande de la part du gouvernement israélien. Cette propagande a été très efficace. Je ne sais pas qui a pensé en premier. Je ne sais pas comment ça se fait que qu'il soit aussi efficace. Mais en tout cas, pour moi, c'est incroyable. L'Europe, les États-Unis, les médias sont paralysés. Beaucoup pensent vraiment, je n'ose rien dire contre Israël parce que tout de suite, on va me dire que je suis antisémite. L'antisémitisme, c'est un fait, c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose contre lequel nous devons lutter. C'est indéniable. Mais nous ne devons pas rentrer dans ce cercle vicieux. Toute critique contre Israël et le gouvernement israélien est désormais perçue comme de l'antisémitisme. C'est incroyable. Je ne peux pas croire ce que j'entends et ce que je vois aujourd'hui. Si on critique une communauté juive ou une implantation juive parce qu'elles sont plus loyales envers le gouvernement israélien qu'envers d'autres valeurs, eh bien, on est directement taxé d'antisémite. C'est incroyable. Pour moi, cela va à l'encontre de la liberté d'expression. Et je pense que les Européens, si je peux me permettre, devraient s'opposer à cette tendance et ne pas se laisser faire. Il faut affirmer votre opposition à l'antisémitisme car c'est indispensable. Mais nous devons bien avoir à l'esprit de ce qu'est vraiment le antisémitisme. J'ai un ami, Roger Waters, je suis très fière de cette amitié. Roger Waters, aujourd'hui, critique ouvertement Israël. Et nous avons passé plusieurs soirées, voire nuits, alcoolisées ou non. Et bien, je peux vous dire qu'il n'a pas le moindre once d'antisémitisme en lui. C'est un homme dont la conscience est claire. Il défend les droits de l'homme, les droits humains et les réelles valeurs. Mais Israël lui a collé l'étiquette d'antisémite. On l'a placé dans cette case d'antisémite. Et aux États-Unis, bien souvent, on l'interdit de participer à certaines manifestations parce qu'il serait antisémite. C'est incroyable. Et je sais que c'est dur en Europe aussi pour vous. Et je sais qu'en Allemagne, c'est encore plus dur, que c'est particulièrement difficile compte tenu de l'histoire. Mais je voudrais vraiment vous faire passer ce message. Il en est du devoir de l'Europe de se lever et de prendre cette responsabilité. L'Europe porte la responsabilité de l'Holocauste, certes, mais l'Europe est encore plus responsable de la Nakba palestinienne. Indirectement, mais à la fin de la journée, sans Nakba, il n'y aurait pas eu d'État israélien. Il n'y a pas d'argument là-dessus. Mais pas en 1948, peut-être un jour. Et si l'État d'Israël et le sionisme a créé la Nakba, l'Europe a une responsabilité indirecte. Je ne dis pas que l'Europe doit avoir honte pour tout et responsable de tout, mais d'être silence à cause du passé et ne pas s'élever contre l'injustice. Contre qu'est-ce que nous parlons? Nous ne parlons pas. Le ministre l'a dit juste, ce n'est pas d'être pro-palestinien ou pro-israélien, pas du tout. Est-ce que nous sommes en faveur de la loi internationale? Oui ou non? Est-ce que nous sommes en faveur des résolutions internationales? Oui ou non? C'est la seule chose qu'il faut prendre en compte. De nombreuses personnes me disent « La situation est très complexe. » À ces gens-là, je dis non, ce n'est pas complexe. C'est noir et blanc.
La solution sera sans doute complexe, mais la situation basique est simple. Ceux qui disent qu'elle est complexe sont ceux qui veulent partir loin de la vérité, qui fuient la vérité. Et la vérité, c'est que dans cette partie du Proche-Orient, dans cette partie du monde, il y a des gens qui vivent depuis 100 ans en dépression, 52 ans d'occupation. Croyez-moi, mes amis, beaucoup d'entre vous ont visité la Palestine. Le ministre a été à Gaza plusieurs fois, un des rares ministres des Affaires étrangères qui a été à Gaza. Pourquoi irait-il à Gaza? Ça suffit d'aller voir Abbas, Mahmoud Abbas à Ramallah. Il boycotte Gaza. Ok, boycotter le Hamas, c'est ok. Mais personne d'entre nous, inclus vous, monsieur le ministre, peut s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire de vivre en dessous de l'occupation israélienne, dans ce régime. Personne. Car c'est une réalité quotidienne. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas ce qu'on entend à gauche, à droite, dans les médias. C'est la routine. La routine sous l'occupation, la vie quotidienne, sous humiliation, l'absence de perspective de troisième ou quatrième génération de jeunes gens qui n'ont aucune perspective pour le futur. La semaine dernière, j'ai rencontré un pêcheur de Gaza. Pêcher est une des dernières ressources pour trouver d'avoir un peu d'argent à Gaza. Gaza avait 10 000 pêcheurs, maintenant il n'y en a plus que quelques centaines. Et ils vont à la mer. Israël qui s'est retiré de Gaza, qui n'a rien à voir avec Gaza. Gaza est libre, comme nous le savons. Israël ne laisse pas ses pêcheurs d'aller à plus de 9000 nautiques. Et souvent, moins. Et c'est une pulsion collective. Et s'ils tirent des roquettes, et tout de suite Israël limite le rayon d'action de ces pêcheurs. Pas besoin de le dire. Que les punitions collectives sont une autre violation de la loi internationale. C'est illégal d'imposer des punitions collectives. Mais ça ne concerne pas Israël, car Israël est un cas spécial. Ce pauvre pêcheur a été tué il a été touché, pardon. Il a perdu un œil et un autre œil est à risque. Il est aveugle depuis 5-6 mois. Il a prié pour avoir des traitements en Israël. En Égypte, ils n'ont pas pu l'aider. Après d'énormément d'efforts de bons Israéliens, parce qu'il y a des bons Israéliens et d'ONG, finalement, la semaine dernière, il a réussi à venir faire un examen en Israël. Un poisson, rien à voir avec le terrorisme, rien à faire avec la résistance. Un simple pêcheur avec des enfants. Son unique rêve, c'est de voir ses enfants une dernière fois. Ils n'ont pas laissé sa mère l'accompagner, car, vous savez, un aveugle peut marcher facilement jusqu'à l'hôpital, à Tel Aviv, sans compagnie. Pourquoi il aurait besoin d'être accompagné? De nouveau, des coups de téléphone, de nouveau, sa mère c'est un terroriste potentiel, car son fils a été blessé, donc elle va peut-être mettre des bombes, c'est clair. Donc on a refusé, on a dû se battre et finalement ils l'ont laissé accompagner son fils. Malheureusement, le docteur n'a trouvé aucune solution pour ce pêcheur et il est rentré à Gaza mardi dernier alors que je l'ai accompagné. Et j'ai pensé à ça. Je n'arrête pas de penser à cet homme. Sa vie est foutue. Il ne peut plus travailler. Il est déprimé. Il reste à la maison, il ne fait rien. On lui a tiré dans le visage 15 balles plastifiées à une distance si proche qu'elles peuvent tuer. Aucun des soldats israéliens qui a tiré ne va être on va enquêter sur eux, ils n'auront aucun souci. De toute façon, on leur demande de garder la sécurité. Et la sécurité, c'est la religion qui n'est non officielle, mais c'est la religion inofficielle d'Israël, la sécurité. Monsieur le ministre, personne ne parle de la sécurité des Palestiniens. Avez-vous déjà entendu cette combinaison sécurité pour les Palestiniens? C'est toujours sécurité pour Israël. Cette superpuissance régionale, ils ont besoin de la sécurité, mais nulle part, dans aucun discours politique, personne ne dit qu'on parle de sécurité pour les Palestiniens.
La sécurité, c'est uniquement pour les victimes, qui est bien sûr Israël. Lorsque j'ai accompagné cet homme à Gaza, la semaine dernière, j'ai pensé à lui. Il vit dans un camp de réfugiés. C'est déjà la 3e génération de victimes. Ses parents, ses grands-parents, lui-même et ses enfants, bien entendu. Aucune perspective pour le futur. Pas d'argent, pas de revenus, rien. Pouvons-nous vivre en paix avec ça? Pouvons-nous continuer à attendre qu'Israël se décide? Et pourquoi Israël se déciderait à faire la paix? Et ici, je dois le dire franchement, n'attendez rien d'Israël. Israël n'a aucune incitation à aller vers le changement. La vie d'un Israël est excellente. On a un système qui fonctionne et aucun homme d'État israélien ne va stopper l'occupation, car ce serait un suicide pour lui. Cet équilibre dans lequel Israël remporte, c'est-à-dire qu'elle remporte quelque chose de l'occupation et n'en paye pas de prix, tant que ça continue, n'attendez pas de changement en Israël. Le challenge, c'est justement de changer, de modifier cet équilibre, de faire ce que la communauté internationale veut faire. Comme en Afrique du Sud. Si ce n'est pas la pression de la communauté internationale, l'apartheid serait encore là en Afrique du Sud. S'il n'y avait pas eu la tension internationale, l'Afrique du Sud serait encore aujourd'hui dirigée par une minorité de blancs privilégiés. Et cette réalité continuerait à l'heure actuelle. Le monde a dit non. Le monde a dit, après la Deuxième Guerre mondiale, on ne peut plus accepter un système d'apartheid. Et le même monde dit oui à la fiancée de l'Ouest, à Israël. Et là, il faut se poser quelques questions. Tant que le monde, et quand je parle du monde, je parle principalement de l'Europe, de l'Union européenne et des États-Unis, tant qu'ils n'auront pas réalisé qu'un autre système d'apartheid est inacceptable, tant que le monde va penser qu'avec des citations, avec des sourires, on arrivera à convaincre Israël. Vous l'avez essayé pendant 52 ans. Les États-Unis essayent. Si vous continuez, que cette stratégie va remporter, va fonctionner, le monde va soutenir un autre apartheid dans le Proche-Orient. Le monde le finance, le monde le supporte, le monde le soutient avec des armes, des exportations d'armes. Le monde est derrière lui. Et le monde soutient donc ce système d'apartheid. Selon, ça doit être dans la conscience de chacun d'entre nous qu'à la fin de la journée, nous avons des responsabilités. Je suis ici et je vais bientôt arrêter car je vois que vous êtes impatiente, Martine. Nous aurons une autre opportunité de parler plus tard. Je pense vraiment des occasions comme celle-ci sont on doit avoir de l'espoir. Car sans votre, excusez mon respect, monsieur le ministre, je ne suis pas sûr que le gouvernement, peut-être à part votre gouvernement, de changer de politique. Je vois où l'Europe va, je vois où l'Europe de l'Est se dirige, on voit ce qui se passe aux États-Unis, au Brésil, aux Philippines, dans d'autres pays. Le monde n'est pas devenu meilleur, le monde n'est pas plus sensible pour les droits de l'homme, pour la loi internationale, pour l'humanité. Et maintenant, tout repose sur les épaules de la société civile, particulièrement en Europe, particulièrement dans les démocraties libérales en Europe. Ce sont les seuls qui peuvent être un facteur de changement. Ce sont les seuls qui peuvent faire un changement. Ce sera un chemin long, très long. Mais il doit commencer, ce chemin. Il doit commencer en disant non à la manipulation israélienne, en disant que vous êtes antisémite. Il faut arrêter avec le bluff que Israël est une démocratie tant qu'elle occupe un autre pays. Il faut arrêter avec le bluff que l'occupation est temporaire, est un phénomène temporaire, car c'est un bluff. Et si vous me permettez, et je ne suis pas sûr que tout le monde sera d'accord avec moi aujourd'hui, il faut aussi
Arrêtez avec le bluff de 2 États, car cela n'est plus possible, les 2 États, à l'heure actuelle. Et certains gens dans la salle ne seront pas d'accord avec moi. La solution à 2 États est une solution parfaite. Ok, nous avons un pays, partageons-le, autodétermination pour tout le monde, mais malheureusement, ce train a déjà quitté la gare depuis longtemps. Et vous savez, même à Luxembourg, les trains ne reviennent pas. Par contre, il y a d'autres trains que l'on peut suivre, mais ils ne viennent pas en arrière, les trains. Et le jour où nous réaliserons que la solution à 2 États, qui est fantastique, moi je suis absolument favorable à cette solution, le jour où nous réaliserons que nous perdons du temps à parler de solutions d'hier, le jour où nous réaliserons que nous devons changer de discours, ce jour, ce sera le jour du grand changement. Et ce jour-là, on pourra parler de droits égaux. Une personne, une voix. Une démocratie du Jourdain à la Méditerranée. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Qu'est-ce qu'Israël va dire contre sa sécurité à propos de l'Holocauste, à propos du peuple élu? Quelle sera l'excuse pour dire non à l'égalité, pour que les droits y aient pour tout le monde? Le jour où Israël déclarera qu'elle est contre l'égalité des droits, ce sera le jour où officiellement l'apartheid sera établi. Je n'attends pas ce jour. Je préfère un changement qui prenne place. Mais rappelez-vous une chose, et je vais terminer là-dessus. Il faut laisser un espoir. Il y a 2 petites sources d'espoir aujourd'hui. La première, la plus cruciale, l'événement le plus crucial, sont souvent inattendus. Personne ici avait pensé que le mur allait tomber. Personne n'allait penser que l'URSS allait chuter, que l'apartheid allait s'arrêter. Personne ne l'attendait. Et c'est arrivé. Si, en 89, on m'avait dit « Écoutez, dans quelques mois, il n'y aura plus d'Union soviétique, il n'y aura plus d'apartheid, il n'y aura plus de mur de Berlin. Martine, jamais tu m'aurais invité. Car tu aurais pensé que j'étais complètement fou. » Personne n'y l'a pensé, c'est arrivé. De nombreuses fois, on marche dans la rue et Luxembourg a des arbres magnifiques, des arbres verts, splendides. Et on voit que ces arbres énormes, ils sont sur la route. Et vous dites, mais comment ça se fait? Ils ont l'air si forts, sains, et ils s'écroulent. Et à l'intérieur, on voit qu'ils sont complètement dévorés à l'intérieur. Et qu'est-ce qui est plus détruit que l'occupation israélienne? Qu'est-ce qui est plus corrompu? Merci beaucoup.